Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est toujours Digital Congo et merci de votre fidélité. Digital Congo Télévision et Digital Congo FM, vous êtes nombreux à nous suivre et c'est votre émission Entretien qui revient avec un invité spécial. Il s'agit de l'honorable Moussa Kalema. Honorable, merci de nous recevoir et surtout bienvenue parmi nous. Et surtout, merci à vous d'être venu nous voir. Oui, mais il fallait qu'on puisse quand même vous voir parce que Moussa Kalema, on ne le voit plus. Il est où? Je crois qu'il est là. Quand vous m'avez cherché, vous m'aviez trouvé. Donc Moussa est toujours là, la même personne, parce qu'il n'a pas changé de religion, il n'a pas changé de prophète. Et il garde le même sabre pour affronter toutes les antivaleurs. Honorable Moussa, député national pendant plusieurs législatures, et à ce jour, vous n'êtes plus au Parlement. Et pourquoi donc? Parce que nous n'avons pas voulu cautionner un arnaque électorale, parce que nous n'avons pas voulu cautionner une bêtise électorale, parce que nous n'avons pas voulu participer à un hold-up électoral, parce que nous sommes des visionnaires, parce que nous savions. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que chez moi, dans mon territoire, les élections ont été tout simplement et purement annulées. Ok, voilà, vous êtes, je tiens à le signaler, hein, vous avez été plusieurs fois élu de la circonscription électorale de Massi-Manimba, où d'ailleurs le scrutin a été annulé par la Commission électorale nationale indépendante pour raison de fraude et violence. Et d'ailleurs, ces élections vont être réorganisées le 15 décembre. J'espère que vous le savez. Je le sais. Et je voudrais donc indiquer qu'avant d'être élu dans la circonscription natale de Massi-Manimba, je suis un élu de la ville de Kinshasa. J'étais le vice-président d'ailleurs du groupe parlementaire de député de la ville-province de Kinshasa. Et voilà, et donc je suis un élu national. Vous dites que vous n'avez pas voulu cautionner cette arnaque, vous dites que vous n'avez pas voulu participer à ces élections et voilà pourquoi vous n'êtes ni au Parlement ni au pouvoir. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, l'honorable Moussa a été vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sous Adolphe Mouzito. Et d'ailleurs, vous avez été ministre intérimaire pendant près de 6 mois comme ça, c'est cela? Vous avez totalement raison, ça signifie que vous suivez l'évolution politique du pays. Non simplement que j'ai été vice-ministre et ministre intérimaire, mais j'ai été également PCA de l'OCC pendant un bon nombre d'années. Et là, vous étiez dans la majorité présidentielle, MP, AMP d'abord, et puis MP, et aussi avant les élections de 2018, FCC, Front commun pour le Congo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les institutions et vous êtes un opposant. Qu'est-ce que ça fait d'être opposant, surtout lorsqu'on a vécu longtemps dans le pouvoir? Est-ce que vous tenez le coup? Non, ce n'est pas la première fois d'être dans l'opposition. Je voudrais te rappeler que je suis parmi les cofondateurs de l'Union sacrée, la vraie, de la Conférence nationale souveraine. À cette époque, j'avais 27 ans. Et vous verrez le 19e nom sur la liste de cofondateurs de l'Union sacrée, j'en fais partie. Et donc l'opposition, ce n'est pas la première fois que j'affronte l'opposition. Et donc je suis parfaitement à l'aise. Et parce qu'il faut faire les contre-pouvoirs. Sans contre-pouvoir, les pays risquent d'étanguer, les pays risquent de dérailler, comme il est en train d'ailleurs d'être déraillé. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour essayer justement de sauver la République. Co-fondateur du Front commun pour le Congo, parce que vous êtes président national d'un parti politique, le Parti des Vertus républicaines, PVR en sigle. Comment se porte votre parti? Très bien. Le parti, je voudrais indiquer que il est là. Il continue le travail politique de sensibilisation de la masse. Et très prochainement, je vais vous inviter parce que je vais faire la rentrée politique dans la Tchangou. Le parti continue le travail. Les militants sont restés loyaux comme moi-même. Je suis resté fidèle à mes options. Vous n'avez pas enregistré des défections comme cela a été le cas à un parti d'un certain moment, lorsque l'Union sacrée est vite revenue. USN, bien sûr. Je voudrais indiquer qu'au niveau peut-être des militants, il est difficile de contrôler tous les militants. Mais au niveau des cadres, laissez-moi vous dire que mon secrétaire général, qui est d'ailleurs originaire du Kasaï oriental, reste en place. Ses adjoints sont en place, les secrétaires nationaux sont en place. C'est vous dire qu'en fait, nous sommes en train de former, parce que nous ne sommes pas un parti scélérat, nous sommes un parti qui forme la masse, qui encadre la masse, qui est en train de véhiculer des valeurs morales. D'ailleurs, le parti s'appelle Parti de vertu républicaine. Vous comprenez aisément que nous nous opposons aux antivaleurs
et parmi lesquels le népotisme, qui a refait surface dans le pays, le tribalisme, qui est en train de battre le record, la corruption qui gangrène la nation comme une tumeur maligne, le détournement de fonds, et tant d'autres antivaleurs que nous pouvons crier, nous pouvons décrier ici. Le parti est là pour justement lutter contre ces antivaleurs. Et donc le parti ne peut qu'en fait drainer toutes les valeurs positives, toutes les consciences nationales qui sont encore patriotiques. Voilà, c'est que le parti se porte mieux. Et vous allez faire votre entrée politique, vous êtes en train de sensibiliser vos militants pour qu'ils puissent veiller au grain. Veiller au grain, pourquoi? Vous trouvez que la République démocratique du Congo se porte mal? Quelle lecture globale faites-vous de la situation au pays? C'est vrai que vous dites que vous sensibilisez contre le népotisme, vous alertez contre les détournements, tout ça, mais le président national du PVR, quelle lecture globale faites-vous de la situation actuelle en République démocratique du Congo? Comme tout Congolais conscient, Mutinga écrivait « Les pays des inconscients ». Je crois que nous ne sommes pas parmi ces inconscients-là. Tout Congolais, tout intellectuel, le vrai, pas des diplômés, parce que les diplômés, il y en a nombreux, mais les intellectuels ne peuvent qu'en fait être préoccupés par la situation de ce pays. Le pays est en pleine convulsion, le pays est en plein fissure, le pays est en plein dérapage, le pays va très mal. Je dis même trop mal, parce que si vous ne le savez pas, le pays est balkanisé. Et je suis prêt à apporter des éléments qui prouvent que le pays est balkanisé. Le pays est humilié, disloqué. Le pays est tombé plus bas. Et voilà, je ne peux qu'en fait être préoccupé parce que la gouvernance, elle est tortueuse, elle est constipée et elle est amatrice. Voilà, c'est pourquoi je pense que mon sentiment ne peut qu'être un sentiment de préoccupation immense, mais un sentiment d'un combattant déterminé à défendre sa patrie. Parce que pour la patrie, nous sommes prêts à mourir. Tout naturellement, hein, vous êtes président national du PVR, parti de l'opposition. La lecture que vous faites de la situation actuelle en République démocratique du Congo, c'est vrai, c'est votre opinion, cela n'engage que vous, c'est vrai, mais voilà, il y a aussi d'autres Congolais qui pensent comme vous et d'autres tout à fait le contraire. Mais en tant que président national du PVR, vous êtes membre du Front commun pour le Congo. Vous ne prenez pas part aux institutions. Mais entre-temps, vous êtes en train de décrire ce qui se passe. Voilà, vous avez fait le choix d'une opposition extra-parlementaire ou une opposition républicaine, celle qui doit être là pour aider aussi le pouvoir à avancer, pour aider la nation à avancer. Correctif. D'ailleurs, nous ne faisons pas une opposition, nous faisons la résistance. Il y a une différence avec la résistance, parce que face à nous, il n'y a pas un projet de société, il n'y a pas un programme mais la résistance, de gouvernement. Vous ne trouvez pas encore, c'est encore plus fort. Parce que là, c'est comme si vous êtes en train de cautionner les accusations de ceux qui sont au pouvoir, qui pensent que vous êtes là pour tout bloquer. De toutes les façons, ces langages-là, ce discours ne passera plus, parce que même les communs des mortels, même les simples citoyens du Congo profond, c'est déjà qu'il n'y a personne qui bloque personne. Il y a des gens qui se bloquent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été... Quel contenu donnez-vous à ce terme alors, la résistance? La résistance, c'est une opposition intelligente, intelligible, qui ne cautionne pas avec les antivaleurs, qui a comme but tout simplement de restaurer l'ordre démocratique et qu'on est en train de brimer, parce que nous sommes déjà dans une dictature atroce. La dictature a commencé avec la dissolution de pacte républicain qui était signé entre accord FCC-CACH et comme tant d'autres d'ailleurs. Au regard des résultats des élections, bien entendu, parce que dans aucun pays au monde, on a changé la majorité en pleine législature. Ça ne se fait jamais. Ça a été un coup... Sans convoquer l'électorat. Sans convoquer l'électorat. C'était un coup d'État constitutionnel cautionné malheureusement par des politiques vérées. Mais en ce moment-là, vous l'aviez accepté? Non, écoutez... Lorsque le gouvernement a été constitué, nous avions vu Lucien Kassongo au Parlement dire, voilà, laissons le gouvernement passer et que le gouvernement puisse commencer le travail. Non. Et attendez, il ne faut pas faire dire à Liquin, que je connais bien, qui est d'ailleurs trop critique, qui est un garçon éminemment intelligent. Il ne faut pas
lui donner des choses, lui faire porter des choses qu'il n'a pas dit. Vous avez voulu quoi? Vous avez voulu que nous prenions des armes et que nous puissions empêcher les gouvernements de fonctionner? Non. Mais c'était un gouvernement On l'a laissé. qui n'était pas légitime. Bien Pourquoi entendu. est-ce que vous l'avez laissé Non, travailler? nous n'avions pas des armes pour l'empêcher. Lorsque les institutions qui devraient protéger la République, lorsque les cours et tribunaux ont été remis entre les mains des personnes qui ont été travaillées dans les laboratoires de celui-là même qui a fait les coups d'État, lorsque la répartition de responsabilités dans les institutions de la République ont été sectaires, sur base de népotisme, qui met en accusation le chef de l'État lorsqu'il viole la Constitution? Ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas les députés, c'est le gouvernement. Et bien entendu, saisi par le député. Mais lequel Parlement a été, vous savez ce qu'il y a eu comme transhumance, et vous savez ce qu'il y a eu comme corruption. Nous avons vu aussi beaucoup de votes Voilà. du FCC partir de l'autre côté. Ce sont des faibles. En quelque sorte, cautionner cette irrégularité. Bien entendu, c'est ça. Et vous qui êtes resté dans la résistance, vous dites, bon, ça va, nous ne voulons pas qu'on nous accuse de tout bloquer, travailler. On les a C'est comme laissés. si vous étiez en train de vous abandonner le peuple. Nous n'avons pas abandonné le peuple, nous étions du côté du peuple parce que l'UDPS a trop parlé. Vous avez voulu mettre l'UDPS devant un fait accompli. Est-ce que c'est vraiment ça le rôle de l'opposition? Parce que aujourd'hui, lorsque les choses ne marchent pas... Nous n'étions pas à l'opposition. Aujourd'hui, lorsque Je les note, choses ne je marchent note. pas, on dira que voilà, c'est vous peut-être qui avez voulu que l'UDPS puisse s'embourber. Mais la conséquence est que il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Non, John, je crois que nous n'avons pas été à l'opposition, nous étions tous du même bord. On était dans une coalition gouvernementale. Là, c'était le FCC Cash. Bien entendu, il y a eu Et là, vous rupture. travailliez ensemble. Vous vouliez que nous puissions aller cautionner l'humiliation comme ce qui s'est passé à Massimanimba, comme ce qui s'est passé ici à Kinshasa. Depuis que la République ici existe, depuis Kassavoubou, as-tu déjà vu des élections comme celles organisées par Kadima? Si on était dans un pays sérieux, si la justice était impartiale, Kadima devrait se retrouver aujourd'hui en prison. Tu as déjà vu des machines entre les mains des individus pour l'enrôlement? Ça a commencé à partir de l'enrôlement dans les Massimanimba. Et comme partout d'ailleurs ailleurs. Vous aviez vu des machines, des gens en train de se faire élire. Et même, c'est à ces élections que vous aviez voulu que nous puissions aller participer. Logiquement, s'il n'y avait pas de pacte secret, s'il n'y a pas des accords secrets entre le président Tshisekedi et certaines puissances occidentales pour le maintenir, je crois que le peuple allait les chasser à partir de ces élections. Donc, on peut alors comprendre pourquoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de vos camarades du Front commun pour le Congo qui ont traversé, qui à ce jour ont carrément changé de veste. Ce sont des Alors, opportunistes. nous sommes peut-être surpris de savoir, mais pourquoi est-ce que l'honorable Moussa a résisté? Parce que je ne suis Est-ce pas, que vous vous entêtez? parce que je ne suis pas opportuniste, je suis impolitique. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je t'apprends aujourd'hui que j'ai 7 mandats à l'Assemblée nationale. J'ai gravi sans brûler les étapes. Je ne suis pas un parvenu comme ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient de nulle part, qui a été 30 ans, 40 ans, 20 ans en Europe, sans rien faire. Il arrive ici, on le bombarde. Conseiller du chef de l'État. Il va conseiller quoi? Ministre. Comment il va administrer? Mais j'ai gravi les échelons. Je fais la politique à côté des grands, des personnes intègres, comme Gérard Kamanda Kamanga. Voyez-vous? Donc je ne suis pas cet homme, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui m'a rencontré ici, qui m'a adopté. Parce que je t'apprends que je suis le tout premier président du CPP. Okay. Je suis l'initiateur du marché de la liberté. Très bien. C'est moi qui ai reçu le premier musée à Massina, qui a organisé la vraie résistance contre l'occupation dans ces pays. Et donc, quelqu'un comme moi, on ne peut pas me manipuler. Je ne suis pas manipulable. Et je suis quelqu'un de loyal. Je n'ai pas eu de raisons valables. Je n'ai rien trouvé de spécial qui pouvait m'amener dans cette gangrène, dans ce fourre-tout qui est l'union sacrée. Donc, qui est en fait un conglomérat des opportunistes. Avoir été en contact avec Mouzé, c'est tout à fait normal. Hein? La loyauté, ça, vous l'avez dans le sang. Peut-être c'est que nous pensons peut-être, voilà, Moussa sans tête. Non. Pourquoi n'avoir pas pris le même bateau que les autres? D'abord, tu dois comprendre que je suis musulman. Pas n'importe lequel. Je suis secrétaire général de la communauté islamique. J'ai été représentant légal adjoint en charge de l'administration et même de l'éducation. Et voyez-vous, l'islam, c'est quoi par définition? L'islam, c'est cette religion
qui interdit formellement le mal et qui, n'est-ce pas, excite les gens à faire les biens. Dis-moi pour quelle raison je vais trahir ma nation. Et je vais te dire que dans l'islam, s'il y a quelque chose pour laquelle on peut faire, pour lequel on peut mourir pour son pays, et on peut mourir en martyr, c'est les pays. Dis-moi pour quelle raison je devrais aller dans cette conglomérat des opportunistes, comme l'a dit d'ailleurs le président Kabound, qui se trouve aujourd'hui en prison. Voyez-vous? Donc je ne pouvais pas trahir parce que Kabila ne m'avait rien fait. Vous semblez minimiser les choses, mais aujourd'hui, même au front, comme pour le Congo, il existe ce qu'on appelle la cellule de crise. C'est que ces départs vous ont quand même affecté. Aujourd'hui, vous vivez sous une cellule de crise. Non, c'est une manière de dire les choses, mais nous fonctionnons comme au jour d'aujourd'hui, un groupe politique m'attire et nous sommes en train de faire un travail d'abord d'intelligence. Nous avons fait un travail d'analyse de nos failles, de nos faiblesses et de nos forces. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous préparons effectivement pour récupérer les pouvoirs parce que nous pensons que devant nous, il y a un vide. Nous voyons qu'en face de nous, il y a un vide. Et c'est pourquoi on tergiverse, c'est pourquoi on amalgame, c'est pourquoi on touche à tout. Et voyez-vous, maintenant, après avoir acquisé tout le monde, d'abord on a acquisé Kabila des blocages, le FCC, les Rwandais qui étaient devenus leur allié principal, leurs amis, leurs frères. À un certain moment, on a parlé de l'Ouganda. Après, on a parlé du Kenya. Et au jour d'aujourd'hui, on acquise la Constitution de la République. C'est ça la question. Voilà. Et le PVR, votre parti politique, les gens. Quelle est sa position? Parce que vous suivez quand même l'actualité en République démocratique du Congo. On en parle de plus en plus, ce problème, ce débat sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. Est-ce que vous en avez déjà parlé au niveau de votre parti politique? Mais enfin, c'est devenu le quotidien d'ailleurs. Et comme le disait d'ailleurs, je crois, Monseigneur Cholet, dans leur... J'espère que quand même il y a la démocratie dans votre parti, vous n'imposez pas votre vision. Non. Que disent vos membres? Non, ils sont parfaitement d'accord avec moi parce qu'ils savent que plus démocrate que moi, il n'y en a pas. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la gestion des contradictions. Est-ce que vos militants sont pour ou contre la révision de la Constitution? Ils ne peuvent pas accepter Est-ce que vous avez analysé les arguments ou c'est tout simplement une position tranchée parce que ça vient de l'autre côté? Non. D'abord, c'est lui-là même qui veut initier ces changements des constitutions ou cette révision. Il le fait sur base des mensonges. Vous savez, ce qui gangrène le pays aujourd'hui, c'est les mensonges. 10 sommets de l'État à la base, on ne fait que mentir. Bon, la Constitution ne serait pas adaptée à nos réalités. Attendez, nos réalités aujourd'hui, ce sont lesquelles? Nos réalités aujourd'hui, c'est les détournements. Nos réalités aujourd'hui, c'est les vols. Nos réalités aujourd'hui, c'est la misère, c'est la pauvreté. C'est les injures. Et même des injures que vous ne pouvez pas accepter. Inacceptables. En réalité, si on devrait être dans un pays, si on était dans un pays sérieux, beaucoup de gens seraient en prison pour des injures publiques. C'est ça la réalité. Vous voulez l'adapter à ces réalités? Quelle réalité? Vous voulez l'adapter aux réalités du tribalisme qui font qu'au jour d'aujourd'hui, tous les ministères de souveraineté, tous les postes d'autorité de souveraineté sont occupés par un tribu, par une province? C'est ça les réalités? Les réalités, vous voulez qu'en fait, qu'on pille les pays et autoriser les vols et les détournements, comme on protège les détourneurs, comme on légalise, n'est-ce pas, la corruption, la rétrocommission. Voilà des réalités. Les réalités aujourd'hui de ce pays, c'est la misère, c'est la souffrance de notre peuple. Monsieur, il n'y a pas de réalité à ce texte. Peut-être qu'il y a quand même des dispositions qu'il faudrait peut-être toucher pour permettre à ce que le gouvernement fasse mieux son travail, pour que les provinces puissent fonctionner le mieux possible. Si on était devant la cour, j'allais citer des personnalités politiques que je respecte et des intelligences que je respecte. Mais je les cite quand même. Je voudrais citer ici le professeur Njoli, qui est au jour d'aujourd'hui à l'Union sacrée. Je cite ici le professeur Mbata. Je cite également le professeur Essambo. Je peux encore citer le professeur Mapouya, qui au moins est resté rationnel et constant. Oui. Mais qui a été visité. Et bien entendu, qui a été visité à cause de ses options, de ses opinions. Si ma mémoire n'a pas trahi, j'ai suivi Essambo dire. D'abord, il a fait partie des rédacteurs de l'avant-projet.
j'espère bien qu'il n'est pas étranger. Mapouya n'est pas étranger. Bochab n'est pas étranger. Vous voulez que je continue la liste? Mais j'ai entendu le chef de l'État dire que cette constitution a été faite par des étrangers pour des étrangers. Alors, le chef d'État était déconnecté de réalité. Et ça prouve qu'il n'a pas été préparé justement à assumer des responsabilités. Attendez, j'ai été parlementaire. J'étais de la commission d'ailleurs. Ce sont des Congolais qui ont réfléchi et ici au Congo pour nous produire cette constitution. Mon frère, on vous a dit qu'il y avait une commission du Sénat où les experts comme Mapouya, comme Essambo ont été recrutés. On vous a dit que l'avant-projet de cette constitution a été rédigé à Simi-Simi, là où même le chef de l'État est allé raconter les mensonges pour dire qu'on a fait la constitution par des étrangers, alors que cette constitution était, l'avant-projet de cette constitution était fait là-bas à Simi-Simi, là même à Kisangani. Je voudrais te rappeler que cette initiative est partie du Sénat. Et le Sénat a travaillé, oubliez aussi de tout le monde. Vous êtes de la presse, mon frère. Vous avez été témoin oroculaire. Adopté, envoyé à la chambre basse, où j'étais, avec Olivier, encore une intelligence, comme président de l'Assemblée. Olivier Kamitatou, j'étais moi-même de la commission PAJ, où nous avons également décortiqué les textes élaborés par le Sénat. Et ce texte a été adopté. Mais avant d'être promulgué, les jeunes présidents qui étaient encore trop jeunes, qui n'avaient pas l'âge, notre âge, pas l'âge de l'actuel chef de l'État. Mais ce jeune homme a envoyé ces documents, cette constitution au référendum. Et là, j'interpelle Mbata qui disait, ça fait des mois et des années que les référendums, c'est le peuple qui s'est prononcé. Et parmi les peuples, il y a eu des amis de l'IDPS, même si quelques individus de l'IDPS ne se sont pas prononcés, mais la majorité, la quasi-majorité de notre peuple s'est prononcée. Comment vous pouvez mentir comme ça le peuple? Comment vous pouvez dire que c'est fait par les étrangers? Quelle est cette loi dans ce pays? J'ai été dans 7 parlements. Laissez-moi vous dire que toutes les grandes réformes, il y a toujours une main extérieure qui vient pour une expertise. Très bien. Nous n'avons jamais expérimenté l'affaire de l'opposition politique, un chef de l'opposition politique. Mais on devrait se référer justement au pays qui avait déjà expérimenté ça. C'est dans ces cadres-là qu'on a fait venir un professeur, les Sénégalais. Je crois encore les Mauritaniens. C'est une expertise requise. Requise, comme notre expertise. J'ai vu en maintes reprises Kadima être appelé dans d'autres pays pour aller assister à des commissions électorales. Et c'est cette expertise aussi qu'on voudrait aussi voir, hein, à la tête de l'État. Mais apparemment, vous croisez les bras. Non, nous ne croisons pas le bras. Pourquoi vous n'apportez pas cette expertise aussi pour que les choses aillent mieux au pays, vous qui avez dirigé pendant plus de 18 ans? Vous savez, quand la personne qui est... Vous savez, les problèmes du Congo, comme le dit toujours Matata, c'est un problème de leadership. On vous accuse d'avoir fermé les portes. Attendez. On a essayé de vous tendre la main, mais bon... Vous n'ouvrez pas la porte. Qui va nous tendre la main? Une personne qui ne respecte aucun engagement? Tu veux que je te rappelle? Premier engagement. Sénégal, l'île de Gorée, où toute l'opposition s'est réunie. Qui a renoncé à les raccords? L'IDPS. Afrique du Sud. Qui a renoncé à l'accord de l'opposition à l'époque? L'IDPS. Genval. Qui s'est opposé à la candidature commune de Fayoulou. C'est lui-là même qui nous avait dit que Fayoulou, c'est notre champion. Quelques jours après, il a changé de langage. Kenya, Nairobi, Kamere, qui a changé? C'est toujours la même personne. Kabila, Kashi. Cette personne qui ne respecte, qui ne respecte aucun engagement, qui n'a pas le respect de la parole donnée, vous vouliez encore que nous puissions lui tendre la main pour rouler toute la nation dans la farine, ridiculiser tout un peuple. Donc vous reconnaissez quand même qu'au nom de la crise de confiance, vous n'êtes plus prêts à travailler ensemble. Nous ne pouvons pas travailler ensemble avec quelqu'un qui ne peut pas respecter, en fait, qui tâtonne, qui ne maîtrise rien de la République.
qui signe n'importe quel document, qui a mis le pays en difficulté. Je voudrais vous rappeler EAC. Mobutu n'est jamais parti dans cette affaire de EAC. Moi encore, Mouzé. Je note pas les jeunes Kabila, qui est resté quand même 18 ans au pouvoir. Mais quelqu'un qui arrive à peine, il va signer un document avec ses parrains politiques. Parce que les parrains de la candidature de Tshisekedi aux élections de 2018, ce sont des lobbies, tout ce qu'il est en train aujourd'hui de malmener. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi Kenya. Nous refusons de parler parce que nous connaissons les dossiers et nous connaissons les problèmes. Alors, quand vous si on doit parler, les pays risquent même de sauter. Voyez-vous? Et là, je viens directement à la Constitution. Parce qu'il brandit l'article 217 qui dit qu'on peut aliéner une partie du territoire. D'abord, c'est une disposition qui ne dit pas ce qu'ils sont en train de dire, hein, parce que cette disposition existe depuis Mobutu. Et jamais Mobutu a donné une partie du territoire national à un pays quelconque. Et ça existe dans beaucoup de constitutions du pays, comme le Sénégal, comme je crois le Mali, comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est une disposition standard. Mais lui est venu à peine, il a donné le pays entre les mains de l'EAC. Est-ce qu'il a lu la charte de l'EAC? Ou ces hommes ont lu la charte? Qui indique très clairement qu'on peut aliéner une partie. Ce n'est même pas à nous d'aliéner, mais l'EAC peut décider qu'une partie du territoire soit quelque part nous quitte, soit enlevée de notre territoire. Il a signé ces accords. Et il les a signés en violation de la Constitution, sans consulter l'Assemblée nationale. Vous savez, si on était sérieux, les chefs de l'État allaient déjà être poursuivis pour haute trahison. Je crois que c'est l'article 165 qui indique que le chef de l'État peut être poursuivi pour haute trahison. Parce que le chef de l'État a prêté serment. C'est cette même constitution sur laquelle on est en train de marcher. De faire quoi? Il a prêté ses serments devant le peuple, devant Dieu, s'il te plaît. Et il a confié cette nation à Dieu. Ça n'a pas fait une année, il a violé systématiquement cette constitution sans que personne ne puisse l'inquiéter. C'est ce que vous avez appelé forcing à l'époque. Attendez, appelez ça comme vous voulez. Mais ce sont des violations gravissimes. Si j'étais Premier ministre, moi, je les mettais en accusation. Et le forcing que vous avez déploré, c'était le forcing lors du changement de la majorité. Forcing non seulement le changement de majorité. Au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, oui. La loi électorale. Et la loi électorale, la composition de la CENI. Et en cas de forcing aussi pour la révision du changement de la Constitution, quelle serait votre... Non, je crois que c'est la ligne rouge. Non, c'est la ligne rouge. Nous ne permettrons plus, comme l'a dit Ngwanda, et là, je revois automatiquement Ngwanda, une intelligence, malheureusement qu'on n'a pas pu exploiter, même pendant qu'on était au pouvoir. Ngwanda nous a dit que le président Tshisekedi venait avec 3 missions. La première, blanchir l'occupation. Oui, il a blanchi l'occupation. Aussitôt qu'il est arrivé, il nous a fait venir en pompe ici, Kagame, en pompe. Tapis rouge. On a chanté la gloire de Kagame. Donc, de fait que nous disions que nous étions agressés à l'époque par les Rwandais, mais lui a blanchi cette occupation. Première, j'allais dire prophétie, mais il n'y a pas de prophète après Mahomet. J'ai dit première analyse pertinente de Ngwanda en tant que politique. Deuxième, il est venu pour la consolider. La consolider, qui a fait venir ici le M23, qui les a logés ici à l'hôtel Béatrice. En fait, comme lui il refuse tout, il a dit, c'est son ministre. Est-ce que c'est le ministre qui a ordonné à la Banque centrale de décaisser de l'argent, de fonds pour la prise en charge de ces personnes que nous avons défait? Quoi qu'on puisse dire, nous avons défait les M23 militairement. Et nous avons signé des accords pour dire, vous restez là-bas, vous voulez vous intégrer individuellement. Plus d'intégration collective dans notre armée. 2013 à 2019. Vous n'aviez plus entendu parler de M23. Qui les a fait venir ici?
c'est l'IDPS. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit pour que demain, qu'on m'envoie des mandats d'amener ici. Ou des mandats d'arrêt, comme on le fait d'une manière arbitraire. Qu'à cela ne tienne, moi, j'ai préparé ma poitrine pour recevoir les flèches, mais pas les mots de force. Pas les mots de force. Qui? Ce sont eux. Dans quel but? Dans quel but? Parce qu'ils programmaient déjà casser l'alliance FCC Cash et ils pensaient que Kabila allait faire ce que Sassou a fait à Brazzaville. Ah, pour cela, et comme ils n'avaient pas confiance à l'armée républicaine, ils sont allés prendre le M23. Donc, ils voulaient positionner une brigade à Banzangungu et une brigade à l'est du pays, dans le but de contrer Kabila. Sans comprendre que Kabila était de grandes écoles. C'est un grand esprit, Kabila. Comprenez ma passion. Voyez-vous, pour le Congo. voilà, il a la passion pour la République. C'est pour vous dire, il est venu consolider. Non simplement qu'il a consolidé, mais il est venu pour matérialiser la balkanisation. Dites-moi au jour d'aujourd'hui, est-ce que le régime de Kinshasa contrôle la partie est? Cinq territoires échappent totalement au contrôle du gouvernement. Et là où Nanganom, le type là de M23, comment on l'appelle encore, si c'est Bissimine, si c'est qui, le général, et même le colonel, le porte-parole de M23, comment il s'appelle encore, voilà, les M23 nomment. Donc ça veut dire que le pays est balkanisé. Nous avons des gouvernements à part, qui ne dépendent même plus de votre gouvernement de Kinshasa. Un régime qui est incapable de mater la rébellion à côté de Kinshasa. Les familles Mobondo. Un régime qui, en violation de la Constitution, crée des milices dans la ville, les forces du progrès. Alors que la loi dit qu'un parti qui a des milices, il faut automatiquement les dissoudre. Voilà comment le chef de l'État a, si vous voulez, désarticulé la nation. Voilà comment il a débilisé, crétinisé la République. Et vous voulez que nous puissions cautionner, laisser à ces messieurs encore le pouvoir de reviser la Constitution pour faire quoi? Pour rester au pouvoir, pour qu'il en fasse quoi? Parce qu'il a eu, on lui a laissé déjà 6 ans. Il ne fait rien avec. Mais vous attendez, été... laissez-moi oui, vous parler. Oui. Il ne fait que dilapider les moyens de la République. Le chef d'État, il me semble, ceux qui font les décomptes, il a fait plus de 300 voyages. Vous savez, un voyage, ça coûte combien? Il me semble toujours, d'après ceux qui font les décomptes, plus de 2 millions. Faites les calculs. Il y a ceux qui pourraient peut-être qu'ils disent qu'il est dans les 1 milliard, dans plus de milliards pour des voyages. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec 1 milliard pour cette République? Donc, tous ceux qui parlent aujourd'hui, ce sont ceux qui ont parlé hier, qui nous ont dit que la Constitution était solide. Et ça, j'obtiens ça du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, que je respecte beaucoup. C'est un garçon éminemment intelligent et puis tempéré, moderne. Et Sambo, qui a dit que cette Constitution est solide. Je reviens au professeur Mbata qui a dit que c'était une Constitution équilibrée et que c'est la meilleure des constitutions qu'on n'a jamais eues. Je viens également au professeur Njoli qui disait qu'on ne change pas une constitution comme on change une chemise. Attendez, je note pour terminer que la constitution ne la change pas comme on change effectivement une chemise. Celle des Américains date de 1700, je crois, 87, si ma mémoire est bonne. Celle des Français, c'est de 1958. Les Belges qui nous ont colonisés de 1931. Et ils veulent passer à la 4e République pour en faire quoi? Parce qu'avec la 3e République, ils n'ont pas si assimilé les principes de continuité de l'État. Ils vont en faire quoi? Nous barrerons la route. Et nous deviendrons des immenses tombeaux pour ces pouvoirs s'ils veulent vraiment toucher à cette Constitution. Et rassurez-vous que nous allons tout faire pour que le peuple se révolte. Pas contre quelqu'un, pas contre un pouvoir, mais contre eux-mêmes. Contre leur état de passivité, contre la peur, contre l'attentisme et contre la manipulation que devenue, bien entendu, la recette de l'Union sacrée et de l'IDPS en tête. Et vous, honorable Moussa, député national honoraire, pendant très très longtemps, vous étiez au Parlement, vous avez même siégé à la commission PAJ, politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale, mais pendant que vous étiez à l'Assemblée nationale, les membres de cette commission, vous avez quand même reçu également des
projet de réviser la Constitution. Voilà, justement, c'est ça le vrai problème. À supposer que cela était vrai. Vous savez, moi aujourd'hui, j'ai des ambitions que je n'exprime pas encore. Parce que j'ai l'étoffe, parce que j'ai les cursus, parce que j'ai un CV bancable. Mais si aujourd'hui je vais être chef de l'État de ce pays, je ne vais pas reproduire les erreurs des Mobutu, les erreurs des Kabila, les erreurs des Tshisekedi. Je n'ai jamais vu un pouvoir vous dire, mais ils ont fait ça, ils ont volé, moi aussi, nous aussi nous devrons voler. C'est horrible. Un pouvoir, quand il vient, c'est pour corriger les fautes. C'est pour corriger, mon frère. D'interdire aux autres ce que vous avez Mais fait. attendez, d'abord... Parce que du point de vue de la révision constitutionnelle, c'est... La seule révision constitutionnelle qu'on a faite, c'était celle de 2011, pour ramener le scrutin présidentiel en deux tours. Et d'ailleurs, je voudrais te dire, c'est la seule assemblée où je n'ai pas été. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont initié cette réforme regrettent. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Essambo, qui est le conseil spécial des chefs de l'État en matière de sécurité. Okay. Tous ceux qui ont pensé que c'était bien d'aller au détour, en un seul tour, regrettent aujourd'hui. Ah bon? Mais en 2016, il n'y a pas eu un projet de changement des constitutions. C'était une revision de la loi électorale qui a poussé, qui a amené des gens dans la rue. Et comme les amis de l'UDPS ont une capacité de manipulation à outrance, de transformer les mensonges en vérité. Ils ont transformé ça en changement des constitutions. Mais vous étiez journaliste, vous êtes journaliste. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y avait un projet de changement des constitutions en 2016? Il n'y en avait pas. C'est la même chose que ce que je vis. Regardez, on vous dit, les volets, vous savez, les faux ont de l'argent maintenant, les faux ont des armes. J'observe, moi, je suis criminologue aussi de formation. J'observe. Vous ne verrez jamais qu'on a arrêté un fou avec l'arme et qu'on montre, voilà l'arme. On dit les fous ont de l'argent, des billets des banques. Est-ce que tu as déjà vu les billets des banques? Et on crie, et la foule suit. C'est ça la manipulation. L'UDPS est experte en manipulation. Nous allons démonter leur stratégie. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, non, nous n'allons plus nous taire. Nous avons une autorité qui peut continuer à se taire. Mais il ne s'était pas. Il parle par son silence. Parce qu'avec nous, il communique. C'est lui qui vous a invité quand nous parlons, ça veut dire que c'est lui qui parle à travers nous. La seule voie autorisée, c'est nous, les FCC, conduits par Raymond Tshibanda. Voyez-vous? Qui préside la cellule de crise. Qui préside la cellule de crise. Et vous verrez que, contrairement à nous autres, il n'est pas de la même province que les chefs de l'État. Il est même de la même province que l'actuel chef de l'État. Parce que nous sommes des nationalistes. Nous, c'est la nation. Ce n'est pas le tribu. Parce qu'une nation, ce n'est pas un rassemblement de tribus disparates ou de dialectes. Honorable Moussa, tout ce que vous avez décrié par rapport à la vie de la nation, la marche de l'État, les fonctionnements même des institutions, le chef de l'État lui-même l'a reconnu. C'est peut-être aussi dû au fait que notre justice est malade. Donc il faudrait la guérir. Actuellement, les États généraux de la justice sont organisés. Quelle chance donnez-vous quand même à ces États généraux de la justice pour peut-être voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer? Vous savez, heureusement que celui qui est à la tête de la justice, c'est un, qu'on le veuille ou pas, lui-même l'a dit, c'est un kabyliste, un pire redire. Et qui nourrit des ambitions légitimes. Mais je les plains, les pauvres. Il a de très bonnes intentions. Mais la justice est malade. Mais les magistrats suprêmes de ce pays, c'est qui? Attendez, attendez, mon cher ami. Les chefs donnent les directives, ils donnent les orientations. Il les dicte les principes, on les exécute. Mais lorsque le chef de l'État lui-même appelle un ministre qui est à l'aéroport en train de, disons, de fuir, le ministre des Finances, le chef de l'État prend son... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Finances Honoré qui l'a dit, c'est Kazali qui l'a dit. Ça se trouve sur vos chaînes. Pour lui dire, attention, le ministre de la Justice m'a appelé pour me dire que tu dois faire attention, il ne faut pas voyager, sinon... Mais que le ministre de la Justice est en train de gérer ça
pour que les réseaux sociaux se calment. Lorsque le chef de l'État lui-même dit que la rétrocommission n'est pas une corruption, ce n'est pas une infraction. Lorsque le chef de l'État dit non, 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 il ne faut pas salir le père de famille, et ils doivent jouir des présomptions d'innocence, alors que l'IGF venait de mettre, apporter des preuves édifiantes, alors que la justice s'est saisie des dossiers, que le chef de l'État intervient insigneusement, comme toujours. Mais la justice n'est pas malade. C'est la politique de la nation qui est malade. Je suis chef de l'État, la justice ne va pas se comporter comme ça. Vous ne pouvez pas être partout au même moment. Je ne serai pas partout, mais je mettrai des gens crédibles, conscients. Je ne tiendrai pas compte. Vous savez, quand j'étais ministre, et parmi les rares que tu ne trouveras pas dans ce pays, j'ai été député national provincial, élu le mandat dernier. Tu ne trouveras pas un suppléant de ma famille, ni mon fils, alors que j'ai des enfants qui ont fait l'université, qui travaillent aujourd'hui, qui sont des cadres d'entreprise. J'ai des femmes qui ont étudié. Là où nous sommes, elle est licenciée en droit. Je ne l'ai pas pris comme conseiller, je ne l'ai pas pris comme suppléant ou conseiller au cabinet. Par contre, je l'ai envoyé au bureau d'études pour qu'il puisse aller apprendre. Joseph Kabila. Dis-moi un seul frère de Kabila ou une sœur de Kabila qui était membre du gouvernement ou d'une entreprise pendant plus de 18 ans au pouvoir. Tu veux que je te cite? Lui-même, le Raïs l'avait dit. Attendez, tu veux que je te cite? Il avait mis au défi tout le monde de citer. Comment tu veux? Seul membre de sa famille qui est dans... Comment tu veux quelqu'un qui n'a pas un cursus, qui n'a jamais travaillé, vous lui donnez la gestion des grands travaux, des dossiers chinois. Et vous dites que la justice est malade? Alors que vous n'êtes pas capable de mettre ces gens en état de lire les droits? Alors que vous pillez l'argent de la République, on pille l'argent de la République. Ces magistrats sont à pied. Attendez, oui. Je ne justifie pas ce qu'ils font. Si eux qui ont des millions, déjà, du point de vue de fonctionnement, vous savez, la dotation du chef de l'État est de combien? La dotation du gouvernement est de combien? De l'Assemblée nationale est de combien? Si eux qui ont des dotations comme ça volent, détournent, dis-moi, les magistrats vont détourner où? Il va voler où? Si les magistrats qui doivent me juger, moi qui est député, qui a peut-être un salaire représentatif, un salaire suffisant, consistant, et lui se trouve à pied, il est à pied, je suis dans son bureau, il commence à pleuvoir, il est 19h, 20h, il termine l'audition, il doit rentrer chez lui à pied, je fais quoi? Je vais laisser les magistrats aller à pied? Je les raccompagne. Je les raccompagne. C'est une corruption morale. Corruption non, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas la magistrature qui est malade, c'est la politique et c'est le manque de leadership. C'est le manque de leadership. Je vais te rappeler. Mais de la matière qu'on peut bien évoquer aux États généraux, ou bien ces États généraux n'étaient pas aussi nécessaires que cela? Non, je crois qu'ils vont évoquer, mais malheureusement, ils sont en train. Je sens déjà qu'il y a des dérapages parce qu'on voudrait même justifier le changement des constitutions par des réformes qui viendraient des États généraux. Non, 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 ça ne passera pas ça. Regardez. La seule personne, moi je voudrais proposer, comme la Constitution n'a pas prévu un mécanisme de changement des constitutions, mais elle a prévu la révision constitutionnelle. Mais le changement de la Constitution, il n'y a aucune disposition, malheureusement, qui édicte le principe, la règle ou la procédure à suivre en matière de changement des constitutions. Tout changement des constitutions aujourd'hui, c'est un coup d'État. Qui peut changer des constitutions aujourd'hui? Ces rebelles, ces agresseurs, ces gens qui viennent avec les armes, peuvent faire un coup d'État et suspendre la Constitution. Mais lorsque le chef de l'État va suspendre cette Constitution, qu'est-ce qui va les soutenir, lui? Donc il va faire un coup d'État. Donc je crois avoir répondu à votre préoccupation. Oui, justement, nous avons reçu notre réponse. Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir reçus. Comment se porte le FCC? Comment se porte l'autorité morale? Je crois qu'il n'y a rien à signaler. Le FCC aujourd'hui se prépare à barrer la route aux intrigues, à la manipulation et surtout aux mensonges et hantés qu'on est en train d'embobiner notre peuple pour changer cette constitution, qu'on ne changera pas. Et nous serons à l'avant-garde des combats pour les non-changements de la constitution. D'ailleurs, nous remercions à travers ma voix les hommes, les princes des églises, notamment les catholiques et les CC, déjà qui s'est prononcé quant à ça. Et nous pensons que toutes les autres confessions religieuses sérieuses vont suivre les pas pour dire que, premièrement, qu'il n'y a pas opportunité au jour d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qui va justifier le changement des constitutions, parce que le changement des constitutions n'a empêché en rien le gouvernement de faire ce qu'il devrait faire. Au contraire, quoique la constitution prohibait certaines choses, le pouvoir l'a fait. La Constitution a édicté comment nommer les gens à la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État l'a fait unilatéralement. La Constitution ne l'a pas empêché. La Constitution ne l'a pas empêché de nommer les gens, les membres de sa coterie au niveau des institutions. La Constitution ne l'a pas empêché. La Constitution n'a pas empêché également de donner à chaque député un véhicule pour la transhumance. Elle ne l'a pas empêché. Et voyez-vous, la Constitution n'empêchait personne à faire quoi que ce soit. Au contraire, la Constitution, c'est la même que Kabila avait utilisée. Avec la même Constitution, je rappelle que le patriarche Kizenga, patriarche, je dis bien, à l'âge avancé, a mis son gouvernement après 37 jours. Que Mouzitou l'a fait après 16 jours. Et Matata l'a fait après 10 jours. Alors, si eux, ils ont fait des mois, 6 mois, 7 mois, c'est parce que ils ont mis... C'est le mauvais coaching, pour ne pas être trop dire. Ok, pour Moussa Kalema, donc la Constitution n'a rien à voir dans tout ça. Moussa Kalema, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci d'être venu dans notre émission. Nous terminons par ici. Mesdames et messieurs, nous espérons que cette émission a été enrichissante. C'est Libre Opinion, Entretien. C'est une émission ouverte pour tout le monde. Vous avez une opinion à donner. N'hésitez pas, venez. L'honorable Moussa a donné son opinion. C'est un politique qui s'est exprimé tout à fait librement. Nous espérons vous avoir laissé à l'aise pour vous exprimer. Vous n'avez aucun moyen coercitif pour m'empêcher de parler. Et donc, je parlais en homme libre. C'est libre expression. Cette émission se termine par ici. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour un autre numéro. Au revoir chez vous et bonne suite des programmes.